Vivez pour partager et accordez-vous un moment de détente grâce au sponsor de cet épisode, Yogiti. Marque spécialiste de l'infusion ayurvédique 100% bio et sans résidus de pesticides, Yogiti propose de prendre soin de votre corps avec plus de 50 recettes associées à un mantra positif sur chacune de leurs infusions afin de soutenir votre bien-être mental tout au long de la journée. Ces recettes bienfaisantes sont disponibles en magasin bio ou en pharmacie. Vous y trouverez forcément une infusion à votre goût. Et pour finir, Yogiti vous propose de découvrir en avant-première leur nouvelle marque de thé et infusion Choice. Des recettes de la meilleure qualité à un prix tout doux. Alors les amis, rendez-vous sur www.choice-organique.fr pour la découvrir. Bienvenue dans le Best-of Métamorphose, une série spéciale qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les épisodes les plus écoutés de Métamorphose. Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquier, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Alors aujourd'hui, un nouveau podcast flash spécial confinement. Je suis avec un invité très populaire qui revient lui aussi pour la 2e fois dans Métamorphose. Il est un penseur contemporain qui a choisi de vivre complètement son chemin et de s'aligner sur ce qu'il ressent comme juste pour lui. Il offre à travers ses stages, vidéos et ses conférences de vivre sa vie sans aucune recherche que l'acceptation de ce qui est et de qui nous sommes. Nous allons parler de comment vivre en soi cette période de confinement. J'ai le plaisir d'accueillir dans Métamorphose Franck Lobvet. Bonjour cher Franck, merci d'être là. Bonjour Anne, bonjour à tout le monde, merci de m'écouter. Alors pour toi, et je reprends ce que tu as dit sur les réseaux sociaux, il y avait au début de ce confinement une urgence, celle d'abord de se taire. Et je dois dire que tu me disais un peu en off que tu es toujours finalement là-dedans. Oui, je ressens effectivement que il y a quelque chose qui est de fort qui est en train de se produire parce que l'événement est planétaire. Évidemment, ça remue plein de choses et je pense que là-dessus, finalement, tout le monde est plus ou moins exaucé. On veut que ça bouge, on veut que ça change, on veut que ça se transforme, on veut que ça s'écroule ou on veut que ça bascule ou on veut tout ça. Et voilà, merci, bravo. Et donc, nous y sommes, nous voilà exaucés. Donc je trouve que le moment est intense, je ressens quelque chose aussi de sacré dans ce qui est en train de se produire. Et si je ressens le besoin, moi perso, de me taire, ou si j'ai mis autant de temps à réagir, je crois que t'es la première avec qui je me mets à parler de ce sujet-là. C'est parce que derrière notre soif de comprendre, de mettre du sens, d'avoir des angles de vue, etc., il y a un besoin de tenter de contrôler la situation. Moi, si j'ai du mal à m'exprimer là-dessus, c'est parce que pendant qu'on parle, il y a des gens qui meurent. Et en fait, c'est juste ça qui me coince. C'est-à-dire que avant d'aller chercher en dessous de qu'est-ce qui se passe, mais pourquoi, mais est-ce que c'est, qui a fait ça, qui est la cause, qui aurait pu éviter, il y a pendant ce temps juste des hommes qui emmènent leurs femmes à l'hôpital et des femmes qui amènent leurs hommes à l'hôpital et ainsi de suite. Et là, il n'y a plus la question de le gouvernement, les masques, ce qu'on aurait dû faire, ce qu'on n'aurait pas dû faire. Il y a juste ce moment précieux, particulier, où tu es là en lien avec un des tiens qui va pas bien. Et il s'agit d'assurer, de désinfecter, de nourrir les gosses, de faire ce qu'il faut. Et que c'est ça en fait qui me donne envie de me taire, c'est de me dire mais ne serait-ce que par respect pour tous ceux qui ont les mains dedans jusqu'au cou, j'ai pas envie d'en ajouter à la cacophonie de voilà d'où ça vient, et voilà ce que ça explique, et voilà où ça va, et voilà à quoi ça sert, et voilà ce qu'on aurait dû faire, ou voilà ce qu'ils auraient dû faire, ou voilà tout ça me paraît déplacé, tout ça me paraît manquer de pudeur, si tu veux. C'est comme ça que je le vois.
Et pour autant, quand on n'est pas en période de confinement et de crise coronavirus, tous les jours, il y a des personnes qui emmènent des gens à l'hôpital et qui meurent, je dirais, de manière injuste dans le monde, liées à des choses qu'on ne fait pas ou du bruit qu'on fait ailleurs. En quoi le fait que là, effectivement, ce soit plus proche, ça te touche plus, ou c'est pour laisser cette place aux soignants? Qu'est-ce qui est sous-entendu derrière ça? Non, en fait, pour moi, c'est pas que ça soit plus proche, c'est presque le contraire, c'est que d'un seul coup, le lointain devient proche. C'est-à-dire que ce qui change, ce qui me permet de dire j'ai envie de le regarder autrement, c'est que c'est planétaire. C'est un événement mondial. Et en ça, il ne s'agit pas de ce quotidien de gens qui emmènent d'autres à l'hôpital tous les jours. Ça arrive depuis que le monde est monde, ou en tout cas depuis que les hôpitaux existent. Mais je parle bien de la nouveauté, de ce qui se produit là, ce qu'il y a de nouveau, c'est que tous les humains sont concernés en même temps par un même sujet. Et c'est ça qui rend le truc sacré à mes yeux. Hein. On voit bien qu'il se produit quelque chose de différent, qui dépasse nos conceptions, qui fait que tout le monde est largué dans cette histoire, parce que d'un seul coup, on est rattrapé par notre humanité. D'un seul coup, c'est vraiment l'humain qui est au centre de la question. Quand tu parles de sacré, quel sens tu mets derrière ce mot en le disant, Franck ? Je crois en fait que là où je trouve que quelque chose de sacré se produit, c'est que on est en train de vivre exactement ce qu'on a demandé. On n'a jamais été aussi, j'ai envie de dire, clair. Ça n'a jamais été aussi net. Les décisions de chacun et notre production commune. Ce que je veux dire, c'est que ce que je trouve sacré là-dedans, c'est que chacun a demandé du changement et on est en train de le vivre. On entend depuis des années que la solution est à l'intérieur, et là tout le monde est coincé à l'intérieur et obligé d'aller à l'intérieur. On voit, moi je suis particulièrement attentif à ce qui se produit là, parce que ça fait des années que j'explique un truc, Anne. C'est que chacun obtient toujours sa résolution. C'est-à-dire que chacun obtient toujours la preuve de ses croyances. Et là, en fait, on est face à quelque chose qui est mondial, quelque chose qui touche tout le monde. Et pourtant, on est bien incapable de se mettre d'accord sur quoi que ce soit. Les scientifiques s'expriment et pourtant, on est incapable de savoir ce qui se produit. On a des sommités qui s'expriment dans toutes les directions et finalement, personne n'est réellement d'accord. On a plein de versions qui se proposent, des versions plus ou moins complotistes ou plus ou moins fatalistes ou plus ou moins ceci et cela, et aucune se détache comme étant la vérité. Ça fait plusieurs années que j'essaye d'expliquer que la vérité n'existe pas et qu'elle est propre à chacun et que chacun se retrouve face à sa propre vision, sa propre production. Ici, on a enfin un terrain, tout simplement parce que c'est l'heure, qui nous montre que dans un grand jeu consensuel, donc le consensus c'est il y a virus, face à ce consensus, chacun va devoir tirer sa propre vérité, et à chaque fois qu'on va essayer de se référer à une vérité extérieure, elle s'écroulera dans l'heure. C'est ça que je trouve sacré, c'est que on est enfin dans notre capacité de nous retrouver face à notre propre production. Chacun vit ce qu'il pense en direct. C'est là qu'il y a une énorme réticence de ma part à m'exprimer, parce que de toute façon, m'exprimer, quelque part, nous renvoie encore sur essayer de trouver une voix qui dise la vérité ou une voix qui donne du sens, alors qu'en fait, le seul sens, ce sera le sens que chacun va lui donner à cette affaire. Sachant que c'est ce que tu dis d'une manière quand même générale, c'est-à-dire que si on fait un stage avec toi, ou en tout cas les personnes qui te suivent ou sur les réseaux, c'est ce qu'ils viennent aussi chercher quelque part. Ils viennent chercher parfois des réponses pour eux-mêmes, mais tu es beaucoup dans le renvoi à la responsabilité de chacun. Oui, c'est ça. Je pense que là, on est face exactement à ça, et que chacun peut le vivre dans son confinement.
C'est que si tu veux, il y a des jours où d'un seul coup, tout te paraît léger, facile à traverser, anecdotique, et t'as une sensation d'ensoleillement intérieur tout à fait tranquille. Et puis le lendemain, non, t'es dans le marasme, dans la peur, dans qu'est-ce qui va se produire, et ainsi de suite. Et pour moi, c'est assez marrant de voir les réactions et comment finalement on ne peut plus se fier qu'à soi et à son propre discernement, comment on va choisir de se comporter vis-à-vis de tout ça, et qu'à chaque fois qu'on va essayer de chercher la vérité dans tout ça, la vérité consensuelle, le truc sur lequel on peut tous s'accorder, eh bien à nouveau la terre s'effondre sous nos pieds. Il n'y a pas moyen de poser une pierre saine et sèche sur un socle solide dans cette affaire. C'est ce que je trouve de plus merveilleux, et c'est ce que j'appelle le côté sacré de l'affaire. Et en même temps, ça projette chacun dans une espèce de solitude qu'on vient pas d'inventer, qui est une solitude qui est là depuis le début, qui est que chacun est face à lui, ses croyances, sa responsabilité, et qui n'a pas possibilité, pour une fois, de trouver un coupable. Et moi, c'est ce que j'aime le plus dans cette affaire. C'est que, si tu veux, ça fait, je sais pas, il y a 6 mois ou un truc comme ça, ou il y a 1 an, je parlais des Gilets jaunes. Et je trouvais ça merveilleux, la réunion de tout le monde, et je disais, c'est cool en fait que tout le monde puisse enfin se parler et se réunir, c'est dommage qu'on ait besoin d'ennemis, parce que tant qu'on n'a pas d'ennemis, on est incapable de se réunir. Je me rappelle dire que ce qui serait intéressant, ce serait une genre d'attaque extraterrestre qui permettrait à tous les humains, se sentant tous attaqués dans leur humanité, de pouvoir quelque part se dire, ah ben ok, en fait notre point commun c'est qu'on est tous humains, on va pouvoir se tenir la main, quoi, si tu veux, face à un ennemi commun qui serait extérieur à l'humanité. Oui, remarque, c'est pas loin, hein. Effectivement, c'est un peu un extraterrestre, ce virus. Ah bah, ça n'est pas que c'est pas loin, c'est exactement ça, on est en plein dedans. Bah oui. On est effectivement face à une forme de vie qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas, avec qui on n'a pas les codes. On n'a pas les codes de communication de cette forme de vie, on n'a pas les codes de ses besoins, ses envies, elle n'a pas forcément les nôtres de codes. On est effectivement face à une forme de vie qui s'attaque à la nôtre. Et on est face à ce sujet-là, qui est la capacité pour chaque humain de se sentir uni. Et évidemment, dans les moments-là, comme ça déclenche énormément d'émotions chez chacun, et qu'on ne veut pas ressentir ces émotions, puisqu'on a peur du mal-être, qu'on a peur de mourir, qu'on a peur de nos émotions, eh ben on a besoin de coupables. Donc, il n'y en a pas, on voit bien, un virus est là. De savoir qui vient du pangolin ou du chimpanzé n'est pas la question, ça changera rien au truc pour nous. De savoir si c'est échappé d'un labo ou pas ne change rien pour nous. De savoir si c'est programmé ou pas ne change rien pour nous. De savoir si quelqu'un nous veut du mal dans l'univers ou pas, ça change rien. On a un virus qui est là, qui se trimballe. Et le véritable sujet, c'est lui qui est là et qui se promène. Oui. Donc, comme on n'a pas de moyens, si tu veux, de désigner de coupable, eh bien voilà, on est parti sur donner du sens. Donc on cherche des raisons, on cherche des causes, on cherche à expliquer ceci et cela, pour pouvoir ensuite décréter que celui qui a dit ça s'est trompé, donc c'est lui le coupable. Celui qui aurait pu éviter ça n'a pas fait ce qu'il fallait, donc c'est lui le coupable. Et ainsi de suite. Parce il nous faut absolument des coupables, parce que le seul moyen de stopper l'émotion, c'est le coupable. On a besoin d'avoir des coupables. C'est une bonne occasion de nous renvoyer à l'impermanence. En tout cas, moi, je ressens ça. C'est vrai que peut-être l'impermanence dans nos vies est devenue, et en tout cas la perspective de la mort est devenue quelque chose de souvent lointain pour bon nombre d'entre nous. On a l'impression qu'avec des objets matériels, en plus, cette impermanence, je dirais, est moins visible. À travers la matérialité, c'est pas forcément très clair la façon dont je le formule, mais ce virus, il nous rappelle en fait déjà que nous sommes mortels de manière très claire, et puis le fait que, comme tu disais tout à l'heure, heure après heure, la situation peut basculer, les choses peuvent changer, et ça, quelque part, on n'est pas habitué à vivre cela. En plus, nos générations, je ne parle pas des générations qui ont vécu la guerre, mais nos générations,
on n'a jamais presque vécu ça. Ouais, c'est ça. Alors en même temps, on a toujours vécu ça, c'est-à-dire que bon, évidemment, soyons clairs, Anne. Pour moi, en fait, ce sujet-là, il apporte de l'eau au moulin de chacun. C'est-à-dire que, si tu veux, le coronavirus, il apporte de l'eau à mon moulin parce que je vais pouvoir tirer de la situation de quoi étayer, soutenir les thèses que j'avance depuis des années. Mais finalement, le complotiste qui regarde depuis là-bas, lui aussi, en fait, il va pouvoir tirer de la situation de quoi apporter de l'eau à son moulin et de sa vision. L'autre là-bas qui est anarchiste va pouvoir tirer de la situation de quoi nanani nanana. L'autre là-bas qui est féru de sciences, de techniques, etc., va pouvoir lui aussi de son côté tirer de la situation de quoi alimenter son moulin, etc. Donc si tu veux, tu comprends, là je te fais toucher du doigt ma véritable réticence à m'exprimer autour de ce truc-là. C'est le coronavirus, là, est en train de donner matière à chacun pour prouver son propre système. Et du coup, en fait, mon intervention, comme celle d'autres interventions, pour moi, ne font qu'un grand plouf, un grand truc qui tombe là, loin, qui sert absolument à rien, puisque en fait, tout ce que je vais pouvoir faire, c'est me servir de ça pour nourrir mon business, et chacun va se puiser là-dedans pour nourrir son business, et j'entends par business son point de vue habituel sur la vie, de quoi corroborer ses croyances, son monde, etc. Et en ça, en fait, le coronavirus nous fournit un sujet comme d'habitude, comme on a toujours connu, c'est-à-dire que chacun ne fait qu'interpréter et tirer ses propres marrons du feu. Là où je trouve le truc génial, c'est que d'un seul coup, on a un sujet global, un sujet qui touche tout le monde, donc tout le monde est en train de parler du même sujet, mais depuis lui. Et là, si tu veux, ça met vraiment en image cette histoire de plage et de grain de sable. C'est-à-dire l'humanité est une plage, chacun est un grain de sable. Si chaque grain de sable s'occupe bien de lui, la plage va bien. C'est ce que j'explique depuis des années. Et là, maintenant, on l'a sous le nez. Mais si tu veux, moi, là où je suis réticent, c'est presque que cette situation, c'est du pain béni pour un gars comme moi. Et c'est ça, en fait, j'ai honte à quel point la scène montre et démontre mon point de vue, et finalement démontre le point de vue de tout le monde. Il y a quelque chose là-dedans qui rend nos postures complètement vaines, nos angles de vue complètement creux, si tu veux. Je sais pas si tu vois exactement ce que je veux dire, Anne. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Chacun se retrouve avec tellement de matière pour pouvoir démontrer son propre business en ayant un sujet commun, que ça en devient risible, ça en devient formidable. Il y a quelque chose là-dedans où on devrait peut-être juste, finalement, obéir, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe ? T'es confiné. Alors, au lieu de te demander pourquoi suis-je confiné ? Est-ce que c'est bien qu'on nous confine ? Est-ce que c'est ma démarche ? Est-ce qu'on me force, etc. La vraie question, si je la pose à la Lobvé, ce sera comment ai-je désiré être confiné ? Comment ai-je désiré me retrouver uniquement en face de moi-même ? Comment ai-je désiré me retrouver être obligé d'aller voir à l'intérieur, d'être coincé à l'intérieur, etc., etc. C'est comme ça que je tournerai les questions. Et effectivement, à se poser les questions comme ça, on a déjà les réponses, si tu veux, Anne. Putain, c'est tellement clair pour moi ce qui est en train de se passer, c'est tellement évident. Tu me donnes l'impression d'assister au sketch, effectivement, que tu... Mais c'est ça, et du coup... Que tu déroules et que tu vois depuis des années, et que là, il est sous les yeux. Ce fameux théâtre dont tu parles tellement, le théâtre de la vie, et qu'on peut se mettre en position un peu méta pour... on fait partie de la farce, mais en même temps, on la regarde se jouer. C'est quand même ce que tu expliques. Là, tu es en train de me décrire exactement ça. Et en même temps, moi, je ne peux pas m'empêcher de voir dans ces postures... des choses aussi extraordinaires qui émergent, comme de la solidarité. Alors, c'est toujours du point de vue de chacun, et j'entends bien que tu dis que chacun joue son petit business, mais je regardais à midi l'Orchestre National de France, là, qui jouait 48 personnes confinées chez eux ensemble. J'étais quand même touchée, émue. Il se passe quand même aussi, il y a des élans
où chacun joue sa partition, mais parfois aussi, c'est le cas de le dire, là c'était une symphonie, le meilleur de lui-même quand même. Mais absolument, absolument. Et en fait, ce que j'explique à propos du business n'est pas... je dis en fait que ça nourrit le point de vue de chacun d'une manière individuelle. Et là, toujours dans la même perspective, c'est-à-dire de cette espèce de sketch, comme tu dis, qui se déroule sous mes yeux, où tout ce que j'explique depuis des années prend forme. Mais je suis vraiment choqué, Anne, de voir en matière, en forme, concrètement, ces choses que j'explique en me débattant depuis des années pour essayer de faire rentrer ça, trouver les chemins pour que notre mental accepte cette version-là de la réalité. Et dans ce que j'explique, il y a exactement ce que tu es en train de décrire, c'est-à-dire que chaque scène est polarisée, le pire et le meilleur ne sont pas séparables, on ne pourra pas dire de ce coronavirus qui nous a apporté le meilleur ou qui nous a apporté le pire, il nous aura comme d'habitude apporté les deux, et c'est complètement inséparable. Une fois de plus, on ne pourra pas dire c'est le mal, une fois de plus, on ne pourra pas dire c'est le bien. Il y a un élan de solidarité, un élan d'amour, de la dépollution, un changement de paradigme, on s'aperçoit qu'on peut fonctionner autrement, on est en train de se demander comment on pourrait vivre la décroissance sans se sortir les fusils et les barbelés. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Et finalement, une fois de plus, on est totalement exaucé. On est exaucé, on a demandé ça, on l'a. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, ce qu'on a n'est pas quelque chose qu'on peut décrire de manière globale en disant voilà, vous l'avez voulu, vous l'avez eu, mais c'est chacun peut se dire tiens, la situation dans laquelle je suis actuellement, c'est exactement celle que j'ai demandée. Et là, tu vois en fait que celui qui est terré chez lui dans une peur panique et qui est sûr que de toute façon c'est la fin de tout, et qui donc est simplement en train de nourrir son angle de vue, ce que j'ai appelé le petit business tout à l'heure, oui, va finir par obtenir des preuves concrètes grâce à ce champ d'expérience consensuel que nous propose le coronavirus, de dire j'en étais sûr, le monde est bien en train de s'écrouler, tout part à volo, on nous ment, on nous spolie, on veut nous tuer, je finirai bien par en crever, et il y aura sa résolution là-dedans. Et l'autre à côté, qui est en train de rêver d'amour, de partage, de fraternité, est en train d'obtenir sa résolution. Celui qui est à côté en train de dire le gouvernement mondial nous manipule, on est des marionnettes et machin, aura des preuves de sa résolution. Et chacun aura des preuves. Et tant qu'on cherchera le truc consensuel, le truc qui fait sens pour tout le monde, on se foutra le doigt dans l'œil. Justement, en fait, la question qui est ici, en train d'être soulevée pour moi par ce virus, qui est la fameuse raison de sa présence sur Terre, c'est notre incapacité d'accepter le point de vue de l'autre. Je parle de l'humanité en tant que sur la planète, je parle de tout le monde. Notre incapacité de nous accorder sur le fait que les gens regardent leur vérité de là où ils la regardent, et quelque part, tout le monde a raison de là où il est en train de regarder le truc. Pendant des années, et toi également, et bien des gens qu'on rencontre sont complètement sidérés par les différences nord-sud, est-ouest qu'on vit sur notre planète. Avec un truc vraiment ahurissant de pourquoi nous, on croule sous la bouffe et pourquoi là-bas, ils meurent et bien plus nombreux de la faim que du coronavirus. Pourquoi nous, bon, je te la refais pas dans le détail et tu as compris là où je voulais en venir. Cette incapacité de nous mettre dans les yeux de ce qu'on appelle nos ennemis ou nos problèmes, et d'aller regarder le monde depuis là où ils le regardent, et de partager les points de vue, de partager la ressource, de partager l'intelligence, etc., etc. Cette incapacité de tendre la main nous amène à cet endroit-là, où d'un seul coup, on est obligé de se tendre la main, c'est-à-dire on est obligé à la solidarité, tout en ayant une interdiction de se toucher, de se câliner, de se tendre la main. On est bel et bien dans cette maladie de la main tendue, c'est comme ça que je l'appelle. Oui, la crise de la main tendue, oui, tu disais. La crise de la main tendue, si tu veux, parce que on a effectivement les deux versions. Comme d'habitude, tout est polarisé. C'est-à-dire, c'est une crise de la main tendue parce qu'en fait, elle est juste en train de nous rappeler notre point commun. Nous sommes mortels, nous sommes humains. Et elle est en même temps
en train de nous séparer, puisque même dans les familles, on peut pas se visiter, on peut pas se faire la bise, on peut pas se toucher, on peut pas se câliner. Donc on a... Enfin voilà, c'est comme ça que je perçois les choses maintenant, si tu veux. Ce qui me paraît fou quand même, c'est que ça me rappelle le titre de ce livre qui s'appelle Le bug du cerveau humain. Je ne sais plus le nom de l'auteur là qui m'échappe, qui est sorti cette année. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on sait qu'on va vers des défis plus grands, certainement que ceux-là, le défi climatique, et on ne fait rien ou pas grand-chose. Qui a ces défis dont tu parlais de la faim dans le monde, avec en tout cas en chiffres, et puis on parle même de la crise aussi des migrants là qu'on a sous nos yeux en Europe en même temps. Là, on n'en parle plus du tout. Mais ce qui est incroyable, c'est que comment se fait-il que là, nous soyons capables de nous mobiliser au niveau mondial? C'est absolument spectaculaire, c'est-à-dire qu'on n'a jamais vécu ça. Il fallait effectivement un extraterrestre pour réussir à faire ça de manière aussi rapide. Alors que quand on a ces crises qu'on voit venir, on est incapable de gérer, d'anticiper et de se mettre au diapason. Non, on est parfaitement capable de gérer, d'anticiper, on est incapable de partager. Pour qu'on puisse partager, on veut absolument tout perdre. Et c'est quand on n'a rien, là on est pour le partage. Et dès qu'on a quelque chose, là on n'est plus pour le partage. Il y a déjà cet angle de vue là, mais il y a un autre truc. Tu es en train de dire il y a une crise climatique et on fait rien. Pas du tout. Nos pensées, elles font quelque chose. Notre envie fait quelque chose. Notre intention fait quelque chose. Et effectivement, on est en train d'en lire les résultats. Donc effectivement, regarde à quelle vitesse on a été capable d'enrayer les industries, l'industrie chimique, pétrolifère, etc. En 15 jours, on a été capable d'arrêter le truc qu'on est incapable d'arrêter depuis des années. C'est ça. Donc on est capable, et notre conscience fait le boulot. Il suffit qu'on soit suffisamment nombreux à le désirer pour que ça se produise, et ça se produit. Donc on a fait quelque chose. Donc on sait le faire. Ouais, on sait le faire. On sait le faire au pied du mur. Enfin, d'un mur. En fait, non, regarde ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on n'a pas décidé de se dire « Ah, ce serait bien qu'on freine, on va arrêter les usines et les machins. » Non, on a collectivement créé une situation qui fait qu'on n'a pas d'autre choix que d'arrêter. Donc, c'est pas au pied du mur. C'est les pensées qu'on a eues avant, Anne. C'est toute notre intention d'avant. C'est toute notre envie que quelque chose change, qui a fait que quelque chose change. Oui, sauf qu'effectivement, il l'a fait, mais pas par le prisme ou le bout par lequel on l'attendait, en effet. Oui, c'est ça. La différence, c'est ça. Mais en fait, si on regardait bien les choses, moi j'ai l'avantage, faisant des stages, plusieurs stages par mois, d'être véritablement en contact avec la haine des humains pour eux-mêmes. Et du coup, le prisme par lequel ça arrive, le moyen par lequel ça arrive, ne m'étonne que très peu. Je vois la haine des humains pour eux-mêmes, la violence qu'il y a, de notre incapacité de nous reconnaître tels que nous sommes. Mais ça, on en a déjà peut-être parlé entre nous, ou je ne sais pas si c'est le sujet aujourd'hui. Si, c'est le sujet, si, on est dans le cœur du sujet quand même. Mais si tu veux, cette incapacité notre incapacité à nous prendre tels que nous sommes, notre volonté de nous cacher, notre tricherie permanente pour être des personnes valables, enfin, ce que j'appelle le choix, soit je suis moi, soit je suis une bonne personne, ce phénomène-là, quand tu le ramènes à l'humanité, c'est pas du tout étonnant qu'on meure par poignée. Et en même temps, je trouve ça même relativement soft, compte tenu de la violence qu'on tourne vers soi-même à longueur d'année. Voilà, c'est comme ça que je perçois les choses, mais si tu veux, c'est normal que je perçoive les choses comme ça. Tout ce que j'observe de la réalité nourrit mon point de vue à propos de la réalité. Donc, je ne fais qu'observer ce que j'ai toujours pensé, et chacun continue d'observer ce qu'il a toujours pensé. Le seul truc qui est neuf, c'est qu'on est face à un sujet qui est commun. Donc, et c'est ce qui se produit actuellement se produit depuis toujours, c'est-à-dire chacun tire de la réalité sa propre réalité. Chacun tire du réel son réel, c'est-à-dire son moyen de corroborer ses croyances, son système,
son personnage de fiction, si tu veux. Donc ça, c'est depuis toujours. Là, ce qui change, c'est que d'un seul coup, on peut observer qu'un seul sujet est impossible à remettre à plat. On ne peut pas savoir ce qui se passe réellement, ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui fonctionne pas, ce qui est fake ou pas, etc., etc. Et c'est ce que je trouve comme étant le plus bel enseignement. C'est que, en fait, l'enseignement qui est en dessous, c'est revient à l'individu. Le seul moyen d'être altruiste, de prendre soin des autres, c'est de prendre soin de toi. Si tu te confines en prenant soin de toi comme tu prendrais soin de ton enfant, pour pas qu'il aille attraper la mort, comme on dit, si tu fais ça avec toi et que tu t'occupes de toi réellement comme ça, tu es dans la posture la plus altruiste possible. Quand je disais il y a 2 ans en arrière, la clé de l'altruisme, c'est l'égoïsme, ça faisait faire des bonds. Mais là, face à ce sujet-là, on le voit, c'est clair, c'est net, c'est précis. Il y a un seul moyen pour la plage d'aller mieux, c'est que chacun s'occupe du grain de sable qu'il est. C'est ça, c'est mettez votre masque d'abord avant de vous occuper des autres. Ouais. Ben, c'est ça. Si toi, tu t'occupes parfaitement de toi, tu as fait le boulot. Et en fait, on n'est pas là-dedans. On continue de faire le flic, de donner des leçons. Un tel fait ci, l'autre ferait ça. On devrait faire ci, on devrait faire ça. Enfin, tu vois bien, avec l'État qui nous infantilise, avec des fais-toi toi-même un mot de tes parents pour te donner le droit de sortir. Non, mais sans déconner. Alors, on n'a pas ça en Suisse. Ah ouais, ben nous, on a ça. On n'a pas ça en Suisse parce que l'État suisse a refusé justement en disant qu'il comptait sur le civisme et la discipline de sa population pour s'auto-confiner. Et donc, il y a des recommandations, mais il n'y a pas de système d'autorisation. Ça fonctionne plutôt bien. La Suisse est résiliente, mais... L'autorisation, il n'y en a pas non plus en France. Il n'y en a pas non plus en France. L'autorisation, c'est vraiment fais-toi un mot de tes parents. C'est vraiment, on est retourné à l'école où tu écris maladroitement sur ta petite attestation Franck ira acheter du pain ce matin parce qu'il a craqué, il a trop envie d'un pain au chocolat. Franchement, c'est hallucinant. Mais moi, ce qui me plaît le plus dans cette affaire-là, c'est l'opportunité vraiment pour chacun de prendre conscience qu'au milieu d'une réalité partagée par le monde entier, nous vivons notre réalité particulière. Qu'on arrête de faire des grands sacs avec les migrants, les gens, les Chinois, les Américains, les ceci, les cela, et qu'on finisse par se rendre compte que l'humanité, c'est des individus. Ce sont des cellules qui font partie d'un grand corps, mais effectivement, ça reste des cellules. Mais en même temps, on est liés les uns aux autres. Là, on le voit bien, on forme une espèce de corps. Tu sais ce que tu disais. En fait, on est vraiment à la fois dans le collectif et jamais autant on aura été dans l'individualité. C'est l'heure, c'est vraiment l'heure. Je ne suis pas très inquiet de ce qui est en train de se produire. C'est l'heure de retourner à l'individu. Globalement. Donc, allons-y. Allons vers l'individu. J'ai déjà répondu en ce sens quand on me parlait de Trump ou de Poutine et qu'on me demandait mais pourquoi des telles personnalités sortent, et c'est parce que c'est le moment, c'est l'individu. On voit en fait à quel point Trump avait de l'avance. C'est-à-dire que depuis le début, il est sur la vérité n'existe plus. Je te dis du vrai, le lendemain je te mens, puis après je te dis que c'est toi le menteur de dire que je mens, puis ainsi de suite. Et il nous montre bien la voie, qui est le laisser tomber. Vous ne saurez de plus en plus, vous ne pourrez plus vous positionner. Plus ça va aller, Anne, moins on sera capable de dire ce qui est vrai, ce qui est faux, parce que les choses sont vraies et fausses. Qu'est-ce que, quand même, pour nous donner une clé, comment ne pas être en attente dans cette situation et comment pas générer une vibration d'attente ? Parce qu'on est tous en train de se dire... Est-ce que ça va bientôt se terminer ? Est-ce qu'on aura les vacances d'été ? Est-ce que ce confinement, est-ce que moi je vais l'attraper ou pas dans ma famille ? Et finalement, on recrée un potentiel effet boomerang du virus. On commence déjà à en parler en disant les gens vont ressortir et puis ils vont le rechoper parce qu'on sera très tellement content de sortir qu'on ne fera pas attention, qu'il n'y a pas les tests. Voilà. Et comment est-ce qu'on peut sortir un peu de cette vibration ? Je pense que
si tu me poses la question de la vibration de l'attente, c'est dans le sens de dire attention, faut pas que je vibre de l'attente, faut que je vibre autre chose, parce que sinon je vais vivre ceci, nanani, nanana. Soyons clairs, il n'y a rien de contrôlable dans cette affaire-là. Il n'y a pas moyen de contrôler la situation. Tu peux absolument jouer les règles, assurer du mieux que tu peux et être touché de très très près. Et tu peux t'en foutre complètement et passer à travers les gouttes, parce que c'est ça la vie. Chacun obtient simplement le résultat de ce qu'il a mis au monde. Donc il n'y a pas de passe-droit, il n'y a pas de bonne méthode. Là, si méthode il y a, c'est je m'abandonne à ce qui est, je m'abandonne à ce qui se produit, je me remets dans les bras de la vie et je me concentre en fait sur l'individu et sur l'intérieur. Je retourne chez moi, je range ma maison, je range mon cerveau, je fais du tri, je jette, je nettoie, je vais dans les coins dans lesquels je ne vais pas d'habitude. Et si on fait ça dans nos maisons, on fait ça évidemment dans nos têtes. Pour moi, en fait, l'enjeu, c'est ça. Je ne cherche pas une méthode pour ne pas l'avoir ou ne pas souffrir, ça n'existe pas. Chercher à ne pas attendre, c'est attendre de ne pas attendre. T'imagines comment on va se faire des nœuds à la tête? C'est schizophrène. C'est schizophrène. Je crois en fait que l'idée, c'est je profite de cette pause. T'imagines un peu, Anne, ce qu'on est en train de vivre? La planète est sur pause. On a ouvert une parenthèse. Chacun rentre chez soi. On arrête tout. Et tant qu'on n'aura pas abdiqué, on devra être coincé chez nous. Tant qu'on n'aura pas accepté d'être chez nous, on sera coincé chez nous. Parce qu'il y a un autre truc que je perds pas de vue, c'est que j'ai vu des milliers de personnes et j'ai entendu des centaines de fois « je veux être libre ». Mais c'est incroyable le nombre d'Occidentaux qui réclament la liberté. Des gens qui n'ont jamais connu la prison, qui n'ont jamais connu l'enfermement, qui sont parfaitement libres. Libres de dire oui, libres de dire merde, libres de tout ce vraiment depuis le début. Ils sont juste prisonniers de leur besoin de plaire, de leur besoin de convaincre, de leur besoin d'être validés ou d'être reconnus. Mais c'est pas une prison, ça. Ça, c'est pas des murs, c'est pas des barreaux. Et je vois en fait ces gens qui réclament leur liberté absolument, là, vont enfin pouvoir faire l'expérience de la liberté. C'est-à-dire que c'est évidemment quand tu passes par l'enfermement, les murs, que d'un seul coup, tu te comprends que tu n'as jamais été enfermé, que tu étais libre auparavant. Là, en fait, c'est encore cette même image, c'est comme ça qu'on demande les choses. On a demandé notre liberté. Demander la liberté, c'est demander la prison, puisque la liberté et la prison sont indissociables l'un de l'autre. Alors voilà, puisqu'on a réclamé notre liberté, nous avons la liberté de nous rendre compte que nous sommes libres, puisque nous sommes confinés. C'est que des trucs comme ça. Si tu regardes, en fait, on est exaucé à tous les étages. On voulait moins de pollution, on en a moins. On voulait une pause, on en a moins. On voulait que ça s'arrête, on en a moins. On voulait du changement, on en a. On entendait « tourne-toi vers l'intérieur ». Là, tu parles, t'as que ça à foutre. À l'intérieur, tu sors plus de chez toi, il n'y a plus que ça, de l'intérieur. Ouais, tourne-toi vers l'individu, c'est toi qui es... Enfin, bon, en fait, on est exaucé, mais d'une force. C'est d'une telle rapidité. Et là, on a la manifestation mondiale, médiatisée, claire et nette pour tout le monde. Je trouve le moment incroyable. C'est vraiment pour ça qu'il m'apparaît comme sacré. Ouais. Mais là, tu vois, j'ai repris mon rôle de... j'ai envie de dire de la grande gueule qui a un avis sur tout. Mais pendant que je suis en train de parler avec toi, il y a des gens là qui sont avec un nœud dans le ventre en train d'emmener un tel à l'hôpital parce que là, ça respire plus normalement. Et c'est là que d'un seul coup, hop, je me dis c'est bon, est-ce que je peux retourner dans mon confinement? Ouais. Voilà. Quand même, cette dernière question, Franck, et on a, en tout cas, moi j'ai une pensée pour ces personnes dont tu parles, avec qui on peut être aussi solidaire vibratoirement dans l'énergie, avec le cœur, celles qu'on connaît, parce qu'on connaît tous des gens qui sont plus ou moins malades ou dans des situations difficiles. En tout cas, moi, j'en ai personnellement autour de moi. Mais c'est vrai qu'en même temps,
toi qui parles beaucoup de ces structures qui ont tellement envie de bouger et que tu aides à bouger dans tes stages, là, ça va swinguer, ça va bouger. Qu'est-ce qu'on peut attendre, justement, moi qui ne veux pas être dans l'attente, de cela? Comment est-ce que tu vois la suite du programme? Comme depuis toujours, Anne, la vie se déroule. On va vivre les choses au premier degré, en prenant tout avec force, intensité, peur et joie. Puis un jour, on s'allongera sur un lit, on sera d'accord pour partir, on sera d'accord pour s'abandonner, on se rendra compte de la vanité, de la bêtise, de notre course, de notre premier degré, d'à quel point on s'est pris au sérieux, d'à quel point on s'est battu pour rien. Et puis on relâchera et on partira vivre autre chose. Y a rien à attendre, c'est la vie qui a toujours été comme elle est et qui continue de se dérouler. Et en fait, si tu veux, il n'y a pas une règle pour chacun. Il y a une occasion là, il y a une belle occasion qui se propose, qui vous dit, si tu veux bien, peux aller regarder que ton état intérieur devient ta vie extérieure. Et là, tu as bien le temps de t'en rendre compte. C'est ça, pour moi, l'enjeu. Ton état intérieur, c'est ta vie extérieure. Regarde, tu te lèves le matin avec l'angoisse parce que t'es tombé sur une info ou n'importe quoi, et regarde la couleur de ta journée, la couleur des informations que tu touches, comment elle va se passer. Et vois un autre matin où tu te lèves avec la banane parce que le ciel est bleu, parce que j'en sais rien, parce que t'as fait un gâteau, et là, regarde la journée que tu vas passer. Et là, tu finiras vraiment par faire le lien qu'il y a entre ton état intérieur et ta manifestation extérieure. Ce qui est marrant, c'est que chacun se retrouve là en lien entre lui et lui, à être le seul responsable de son état. Là, je peux plus dire je suis triste parce que mon patron, mon collègue, mon machin. Si tu veux, on a une vraie possibilité là d'observer le lien qu'il y a entre dedans et dehors. Donc ça, c'est pour l'individu. Je vois comment mon état d'être, comment je me ressens, produit ma matière. Ça change mon angle de vue sur les informations, sur comment je les perçois, comment je les vis, ce qu'elles créent chez moi, et ainsi de suite. Donc avec la spirale ascendante ou la spirale descendante. Quand je regarde les choses du pire, ça va de pire en pire jusqu'à l'attaque de panique. Quand je les regarde dans le bon côté, ça va de mieux en mieux avec des nouvelles de plus en plus cool et de plus en plus agréables et légères. Puis la nuit passe, elle met tout ça à jour et hop, nous est à nouveau proposé ce jeu merveilleux qui est sens-toi comme tu as envie de te sentir et regarde ta matière y ressembler. Regarde ta vie prendre la forme de ton état d'être. Oui. Ça, c'est le jeu de l'individu. Et on a l'autre jeu, le jeu collectif, le jeu global, qui est, si tu veux observer qu'un humain peut changer la donne sur la planète, là, tu as l'occasion de l'observer. C'est ça. Là, tu peux voir que ton action agit pour la planète entière. Que ce que tu produis là, toi, chez toi, a effectivement des répercussions pour des gens qui vivent à 10 000, 20 000 kilomètres de chez toi. Donc, si tu veux, je trouve que voilà, la leçon est ouverte, elle est généreuse, elle est souple. L'événement est grave et en même temps pas tant que ça, dans la mesure où, tu vois bien, on est face à une épidémie qui court vite, qui fait pas mal de morts, mais bon, voilà, toujours moins que de morts sur les routes, que de morts du tabac, du cancer ou machin. Et donc, quelque part, il y a quelque chose de tout à fait flippant, et en même temps, c'est comme si on nous offrait un jeu suffisamment sérieux pour qu'on soit obligé d'y jouer, et suffisamment léger pour que ça soit pas trop désagréable d'y jouer. Tu parles du jeu intérieur des Franck, de ceux qui sont confinés. Un mot pour ceux qui sont sur le terrain, justement, les soignants, tous ceux qui sont pas du tout confinés, pas de temps pour soi, pour la maison intérieure, et qui sont à l'extérieur et sur le terrain. Je pense en fait que, au contraire, ils sont assez forts à l'intérieur pour pouvoir être à l'extérieur. Ce que je crois en fait dans cette situation-là, c'est que on a une fois de plus du positif et du négatif en une seule et même situation. Je trouve merveilleux que chacun ait envie de remercier
le personnel soignant et les gens qui sont sur le tas en les applaudissant. Et en même temps, je trouve ça parfaitement scandaleux qu'on les remercie avec des applaudissements. Alors que en fait, quand ils sont dehors en train de manifester pour des conditions de travail un peu moins pourries, personne se bouge et personne se sent concerné. Donc, tu vois, il y a les deux, quoi. Oui. Il y a un espèce de truc de... Comme d'habitude, voilà, comme d'habitude, je peux pas me positionner. C'est vraiment le pire et le meilleur en un seul truc. Tout le monde se mobilise. Ils trouvent du fric pour les banques, ils trouvent pas de fric pour l'hôpital. Enfin bon, tu connais tout ça. Tu connais ce qu'il y a de beau et de moche simultanément dans les C'est situations. la comédie humaine. Je pense que le personnel hospitalier, il est on ne peut plus à l'intérieur. C'est-à-dire que eux se retrouvent quelque part évidemment pris par le devoir dans un truc où t'es tellement d'accord à l'intérieur que tu dis ok, même si je dois crever, je dois crever, mais là c'est les humains, là faut faire le job, là c'est les collègues, là c'est... Enfin moi je trouve ça je trouve ça humain, quoi. Je trouve que ce sont des humains qui sont plus humains que moi. Cette dernière question, Franck, avant de te laisser, comment tu vis ça, toi, à l'intérieur, toi qui justement réfléchis, au sens de la réflexion, beaucoup le monde en termes de miroir, à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui se passe dans ton confinement, dans ton quotidien? Dans mon confinement, là donc tu parles entre moi et moi, là c'est ça, c'est une question intime. C'est une question intime, oui, Franck. Enfin, en même temps, tu parles de toi, c'est-à-dire très librement. Oui, je parle de moi librement en général, oui. Enfin, en tout cas, j'essaye de faire cet effort d'ouverture parce que ça devient difficile de demander aux gens de s'ouvrir si soit on le fait pas. Moi, en fait, ça me dans mon truc entre moi et moi, je vois en fait à quel point ça nourrit parfaitement l'ermite chez moi. Donc, si tu veux, j'ai absolument aucune difficulté, moi, à vivre le confinement. Je me sens toujours mieux loin des gens que près d'eux, en fait. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de c'est cool pour moi. Il y a ça. En même temps, il y a toute ma posture bourgeois, nanti, mon pseudo pouvoir là qui me dit alors, tu fais quoi maintenant? Ta notoriété et ton pognon te mettent-elles à l'abri du monde, mon garçon? Tu vois, il y a quelque chose de cet ordre-là dans ma relation intime avec moi. Qui me fait du bien, c'est-à-dire que je me remets d'accord avec l'idée de m'en foutre, c'est-à-dire de j'ai ou j'ai pas, je suis ou je suis pas, ça n'a pas d'importance. En fait, ça n'a vraiment aucune importance. Voilà, moi ça m'a fait du bien. Mais c'est comme ça que je le vis. C'est comme ça que tu le vis. Eh bien, écoute, merci de l'avoir partagé, merci de cette parole, même si je sais que tu avais commencé par dire que voilà, et puis tu as expliqué encore une fois ça très bien. Et je pense que c'est, même si elle sera rare, c'est aussi chouette de pouvoir entendre de tes lunettes et de ta vérité. Ce qui se joue en toi et comment tu vois ça aussi, ça remet les choses en perspective. Je pense que même si chacun se joue sa partition, on a aussi besoin de phare. On n'est pas toujours un phare pour soi-même. Parfois, cette perspective dans le regard de l'autre permet d'éveiller quelque chose, une petite graine, et puis d'être aussi plus sur son chemin. Donc merci pour ça, Franck. Je comprends. Juste pour ça, en fait, c'est peut-être en ça que je peux jouer au phare. Je pense que ça peut être intéressant, et c'est pour ça que je te dis que c'est comme ça que je le vis, moi, entre moi et moi.
je me mets dans la posture de celui qui a tout perdu ou qui est d'accord pour tout perdre. Et c'est uniquement là que enfin je trouve vraiment le confort. Si je suis capable d'accepter de perdre mon confort et même, allons plus loin, pourquoi pas, de perdre ma vie, et que je suis d'accord au fond avec cette idée-là, d'un seul coup, la sérénité est là, tout redevient tranquille. Et peut-être que l'idée n'est pas de trouver des phares pour se guider, mais d'accepter tranquillement d'être totalement paumé, de se laisser être perdu et de s'en remettre à quelque chose d'invisible, d'inconnu de soi, mais peut-être une part de soi qui prend le relais quand on arrête de se faire croire qu'on maîtrise le bateau, qu'on dirige sa vie, qu'on contrôle la situation. Peut-être que, en fait, l'idée n'est pas de trouver des phares, mais d'accepter d'être complètement paumé. Aussi. En tout cas, moi, c'est le projet que j'avais quand je t'ai répondu, c'est-à-dire que je me suis dit, je vais lui répondre oui, déjà parce que c'est toi et puis que je t'aime bien, mais en plus parce que je me suis dit, finalement, si je me démerde bien, après mon podcast, les gens seront encore un peu plus paumés. Et je pense que c'est que quand on aura vraiment tout paumé, qu'on sera vraiment tranquille, vraiment en paix, et qu'on pourra avoir des attitudes humaines. Oui, c'est vraiment se dépareiller, se défaire de tout et se mettre à nu. J'ai un ami qui sort de la maladie qui me dit « j'ai l'impression d'être passé à la lessiveuse », mais complètement, je suis complètement à nu. Ouais, je le comprends. Ouais, mais tout à fait, je le comprends. Je sais plus puis qui quand je suis complètement... tu vois le truc ? Oui, je me suis branché quand tu as dit le direct et j'ai pris la petite vague de frissons qui va avec. Et effectivement, il se sent le neuf. Oui. Et en même temps, il me dit j'ai reçu l'enseignement de ma vie. Voilà. Donc, ça a été violent, extrêmement dur. J'ai cru mourir 10 fois. J'ai failli d'ailleurs, je suis passée pas loin. Mais voilà, je suis un homme nouveau. Comment le dire autrement ? Écoute, merci infiniment Franck pour tout ça. Pour celles et ceux qui veulent te retrouver, il y a toujours ton site internet francklobvet.com et puis évidemment ta chaîne YouTube éponyme pour plus de contenu et tes vidéos qui étaient pré-confinement puisque tu n'as pas refait pour l'instant de vidéos, je crois, depuis, c'est ça ? Non, ouais, c'est ça, je m'étais abstenu depuis. Merci Franck. Merci beaucoup Anne. Merci de nous avoir écoutés. Découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.